invité aujourd'hui est l'ancien président de la République, François Hollande. Bonjour. Bonjour. Je suis particulièrement ravi d'abord d'avoir pu lire votre dernier livre où vous donnez véritablement votre diagnostic, votre vision sur les bouleversements du monde. Peut-être une question avant de décliner les autres thématiques. Comment voyez-vous les options de sortie de crise de cette affaire ukrainienne qui marque vraiment le monde? Oui, j'ai écrit ce livre alors même que la guerre en Ukraine venait de commencer. Et 7 mois plus tard, elle est toujours là, sans qu'on puisse savoir comment elle peut se dénouer, s'arrêter. Il y a deux options. L'option où la Russie arrive à sanctuariser les territoires qui ont été conquis par son armée et à demander à ce moment-là une négociation dans la même manière que Minsk avait été une négociation après déjà une amputation des territoires ukrainiens, mais qui n'avaient pas été annexés. C'est ce que souhaite Vladimir Poutine, c'est pour ça qu'il a fait cet acte brutal et en violation de toutes les règles internationales d'annexion des territoires dits séparatistes. Et puis il y a une deuxième option où l'aide que l'Occident apporte à l'Ukraine, ou le courage des Ukrainiens, ou les sanctions qui sont aussi infligées à la Russie, l'isolement politique de Vladimir Poutine, le conduisent à renoncer à ce qu'avait été son opération et à revenir aux frontières qui étaient celles d'avant 2014. Je préfère très franchement la seconde option. Pourquoi ? Pas simplement pour la souveraineté de l'Ukraine et pour l'idée que je me fais de la démocratie et aussi de l'ordre du monde, mais parce que si un coup de force comme celui qu'a engagé Vladimir Poutine dans l'invasion de l'Ukraine devenait finalement un coup de maître, c'est-à-dire qu'il puisse revendiquer d'avoir gagné, alors c'est l'ensemble de la planète qui se trouverait déstabilisée. La Chine pourrait elle-même penser qu'elle peut utiliser la force. La Turquie pourrait aussi être tentée dans le nord de la Syrie. Et je ne vais pas citer tous les pays qui ont des frontières à rectifier ou des ambitions territoriales. Donc c'est au nom même du droit international et sans que l'on puisse laisser penser qu'il n'y aurait que l'Ukraine qui serait le centre de notre intérêt. Moi, je suis également préoccupé de ce qui se passe en Éthiopie, de ce qui se passe en République démocratique du Congo et bien sûr de ce qui se passe au Sahel. Mais il y a une question, vous êtes un homme d'expérience, c'est-à-dire qu'on voit que là, on a un cas de figure absolument inédit et ça peut déboucher sur quelque chose de très très grave. Est-ce que ça, vous croyez à cette dramatisation ou ce possible issue ? Il y a toujours un risque d'escalade, c'est-à-dire Vladimir Poutine a mobilisé encore des dizaines de milliers de personnes qui vont être envoyées au front. Les armes qui sont utilisées sont de plus en plus meurtrières. Est-ce que ça peut aller vers des armes de destruction massive ? À un moment, le nucléaire a été brandi. Je pense qu'il faut rester sage, ça ne veut pas dire serein, mais chacun connaît les règles, et Vladimir Poutine, plus qu'aucun autre, de la dissuasion nucléaire, et que je ne crois pas à cette hypothèse, sans pour autant l'écarter ou la sous-estimer, dès lors qu'elle est plus ou moins dite comme possible par Vladimir Poutine. Mais ce que je crois, c'est qu'on va rester dans un conflit conventionnel avec des armes de plus en plus sophistiquées et avec des risques, on l'a bien vu sur la centrale du sud de l'Ukraine, des risques où les infrastructures majeures peuvent être détruites et avec des conséquences graves, que ce soit sur la centrale nucléaire ou que ce soit sur des gazoducs. Votre livre, je ne l'ai pas dit suffisamment, qui s'appelle « Bouleversement », c'est une manière pour comprendre la nouvelle donne mondiale. Vous énumérez un certain nombre de problèmes, vous avez une écriture extrêmement personnelle, cette vision de l'homme d'expérience que vous êtes. C'est un monde nouveau dans lequel on entre. Il y a un avant et un après. Comment voyez-vous cette projection possible de... Oui, beaucoup de ceux qui nous écoutent
ont pu être frappés de stupeur quand il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine. Alors même que ces phénomènes de constitution, de reconstitution de blocs, d'alliances, de mise en cause d'un certain nombre de règles internationales sont à l'œuvre depuis 10 ans. C'est pour ça que les bouleversements ne sont pas simplement ceux des derniers mois. Ils se sont inscrits ces 10 dernières années à travers des conflits qui n'ont pas été réglés convenablement, la Syrie, à travers ce qui se passe au Sahel, à travers aussi ce que nous avons vécu par une force d'intervention, des forces d'intervention qui sont restés 20 ans en Afghanistan avec l'échec que l'on connaît, et avec des puissances qui sont apparues. Alors, deux grandes puissances, la Chine et la Russie, qui ont formé un bloc. On verra jusqu'où va ce bloc et de quelle résistance il est capable. Et puis des empires nouveaux qui se sont levés. L'Iran, avec une volonté de peser dans la région, les pays du Golfe qui se sont reconstitués, notamment avec la crise énergétique, on le voit bien avec les décisions de l'OPEP, et puis bien sûr des grands pays comme la Turquie ou l'Inde qui revendiquent leur place dans le concert des nations. Ce qui fait qu'il y a à la fois une logique de bloc qui s'est installée, et une multipolarisation du monde, ce qui le rend beaucoup plus difficile à gouverner. Justement, vous avez une vision pour la France, vous avez développé ce regard sur le monde, mais d'abord, est-ce qu'aujourd'hui, la France a les moyens de tracer une vision pour elle-même et pour sa place dans le monde? On voit que le bouleversement chamboule tout. Oui, la France a toujours une tradition d'être une nation indépendante, capable de porter des objectifs qui lui paraissent les meilleurs et les plus utiles pour la cause du multilatéralisme, et tout en étant fidèle à ses alliances, et notamment à l'Alliance Atlantique, qui a pris une place nouvelle, une légitimité supplémentaire, non pas parce qu'elle l'aurait revendiqué, mais tout simplement parce que face à l'agression russe, il y avait une nécessité de reconstituer cette organisation. La France est également un pays leader en Europe, mais nous voyons bien que si l'Europe a pu réagir de manière cohérente face à ce qui s'est produit en Ukraine, et apporte une aide aux Ukrainiens et fait en sorte de gérer une crise énergétique, l'Europe est aussi traversée par des contradictions, et donc il faut que la France puisse être, avec l'Allemagne, à l'initiative d'une Europe beaucoup plus concentrée au sein des 27, et capable de porter notamment un projet de défense qui puisse être autonome tout en étant dans l'Alliance. Et ce que j'essaye de développer, c'est que dans cette reconstitution des blocs, parce que c'était là ce que l'on voit apparaître, où la Russie, la Chine, qui s'appuie aussi sur l'Iran, puisque ce sont aussi des drones iraniens qui sont utilisés par les Russes. On voit bien, il y a une reconstitution d'une forme de camp, là, des régimes autoritaires. Et puis, de l'autre côté, les États-Unis qui veulent embrasser toutes les nations, aussi bien en Europe qu'en Asie, pour faire pièce, justement, à la Russie et à la Chine. La France, alors quelle est sa place? Eh bien, je pense qu'elle doit être une puissance d'initiative et de dire il y a des sujets qui doivent permettre des coalitions. Qu'est-ce que nous faisons vis-à-vis du climat? Qu'est-ce que nous portons pour l'émergence de l'Afrique? Qu'est-ce que nous offrons sur les biens communs, l'eau, l'air, la mer? Donc il est très important que la France reste une puissance, non pas d'équilibre, ou se mettre en équidistance aujourd'hui entre les deux blocs, ça n'a pas beaucoup de sens, mais de chercher ce qui unit la planète au-delà de toutes les difficultés que l'on rencontre. Pourquoi cette impression que laisse la France chez certains d'un pays en déclassement? Est-ce que c'est vraiment, il y a une vérité là-dedans? Est-ce qu'aujourd'hui, la France, qui n'est pas suffisamment réformée sur le plan intérieur, est capable d'affronter cette complexité du monde? Alors, sur le plan politique et militaire, les deux, parfois, sont inséparables. Je pense que la France tient son rang, d'abord parce qu'elle est membre du
permanent du Conseil de sécurité, elle a la force de dissuasion, elle a montré qu'elle avait des capacités militaires, y compris dans des opérations extérieures. Là où elle est plus fragile, c'est à la fois sur le plan économique, vous avez raison, parce que en termes de compétitivité, de présence commerciale, nous sommes loin de ce que peut produire l'Allemagne. Et là où elle est fragile aussi, c'est dans sa démocratie intérieure. C'est en ce sens que l'intérieur commande quelquefois l'extérieur. Quand vous avez une nation qui est unie, qui est portée par des valeurs, qui veut être un exemple pour le monde, c'est mieux que lorsque vous avez une extrême droite très forte, une société divisée, des contestations sociales et une difficulté à reconstituer des familles politiques qui ont longtemps structuré notre démocratie, la gauche, la droite, etc. Donc je pense que la France est moins contestée par ses positions extérieures, parce qu'elle est attendue même, que par ses fragilités intérieures. Vous avez exercé le pouvoir et vous avez à un moment donné été contraint par le contexte mondial de vous africaniser d'une certaine façon à travers l'affaire malienne. Comment aujourd'hui expliquer cette Afrique, notamment le Sahel, qui est en feu et qui met le monde en danger, mais visiblement on ne mesure pas le danger de cette réalité? Non, je l'avais mesuré dès 2013, puisque j'avais répondu à l'appel qui m'avait été lancé par les chefs d'État de l'ouest de l'Afrique et par le Mali pour venir porter secours à une population qui était déjà... Et ça s'est aggravé depuis. Et ça s'est aggravé pour plusieurs raisons. La première, c'est que le Mali lui-même ne s'est pas organisé pour assurer par ses propres forces armées la sécurité, et les Africains n'ont pas pu, c'était l'esprit du G5 Sahel, constituer une armée africaine qui aurait pu prendre le relais de la France, et les Nations Unies, parce qu'on sait que ces missions des Nations Unies, même si elles sont souvent douloureusement frappées, n'ont pas l'efficacité qui est attendue. Et lorsque, pendant des années, il y a une présence qui ne règle pas définitivement le problème, c'est-à-dire la présence de groupes djihadistes qui martyrisent une population, il y a un moment où il y a une place pour la propagande. Et qui a agité cette propagande? La Russie, on le voit au Mali, on le voit maintenant au Burkina Faso, on l'a vu un moment au Niger, on le voit en Centrafrique. Ce sont des réseaux extrêmement bien organisés, avec des partenaires du régime russe qui sont en fait des auxiliaires, le groupe Wagner, et qui pèsent sur la population et qui jouent sur le réflexe du refus de la colonisation, comme si, et ça je veux le dire à nos amis africains parce qu'ils me connaissent, quand j'ai voulu que la France intervienne au Mali, c'était pas pour rechercher je ne sais quel avantage économique, financier ou politique. C'est parce que je répondais à ce devoir de solidarité. Et les soldats français qui sont morts, ils ne sont pas morts pour des mines d'or ou pour des prélèvements sur les ressources du Mali ou des pays voisins. Non, ils sont morts parce qu'ils voulaient apporter un soutien à des populations qui étaient victimes du terrorisme. Alors comment faut-il faire maintenant? Ce qui est grave, c'est la succession des coups d'État, c'est-à-dire que au Mali, 2 coups d'État, au Burkina Faso, 2 coups d'État, et à chaque fois, c'est pour des intérêts qui paraissent de plus en plus liés à la Russie. Donc on voit bien qu'il y a une forme d'esprit colonial qui est en train de se produire, avec une volonté très claire de ces groupes, notamment du groupe Wagner, de prendre les ressources de ces pays-là, quitte à laisser la question du terrorisme et du djihadisme prospérer, car on le voit aussi bien au Mali qu'au Burkina Faso. Hélas, le djihadisme tue des populations civiles et massacre des innocents. De par son histoire, la France est un pays leader d'opinion sur l'Afrique. Mais comment aujourd'hui, il faut peut-être se poser la question, c'est pas suffisamment développé dans le livre, réinventer cette relation Afrique-France? Parce qu'aujourd'hui, il faut la structurer différemment peut-être. Oui, la France
fait beaucoup avec l'Agence française de développement, avec des politiques qui aussi peuvent apporter de l'aide directe ou d'alléger le fardeau des dettes. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une relation longue, confiante, avec pas simplement les États, parce qu'on sait, hélas, qu'il peut y avoir des lenteurs et des corruptions de toute nature, mais avec les sociétés civiles qui sont beaucoup plus vivantes, beaucoup plus actives qu'elles ne sont présentées souvent en Europe. Et les entreprises même, les femmes et les hommes de culture, il y a une vivacité de la population africaine. Donc à partir de là, je pense que sur une grande question qui est celle du climat, puisque dans quelques jours va s'ouvrir le sommet la COP 27, Sharm el-Sheikh, c'est en Afrique. Donc il a été promis à Paris, COP 21, de transférer 100 milliards de dollars ou d'euros aux pays qui souffrent le plus des conséquences climatiques et qui doivent anticiper sur les investissements de demain. Eh bien, c'est très important que cette promesse soit honorée et que la France puisse être leader de ce que peut être un programme de lutte contre le réchauffement climatique qui soit aussi un programme de développement. Aujourd'hui, en tout cas, on voit le désordre mondial. Comment reconstruire un nouvel ordre mondial dans un contexte de crise du multilatéralisme? C'est-à-dire que c'est vraiment la question centrale pour le vivre ensemble. Oui. Quel était l'idéal de l'après-Seconde Guerre mondiale, même si c'était encore un temps où il y avait des blocs et où il y avait une décolonisation qui tardait à venir, c'était de pouvoir, à travers le Conseil de sécurité, régler les conflits de la planète et l'Assemblée générale pour porter des objectifs communs. Cette ambition n'a pas été complètement abandonnée. Et on doit au système des Nations Unies d'avoir prévenu ou empêché certains conflits. De la même manière, il y a eu heureusement des objectifs du développement durable, il y a la lutte contre le climat. Donc je crois qu'aujourd'hui, il est clair que le système onusien est bloqué, puisque au Conseil de sécurité, il y a utilisation des vétos, et que la composition même du Conseil de sécurité n'est pas le reflet de la réalité de la planète. C'est encore les pays vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale qui sont les pays qui disposent d'un statut de membre permanent. Donc il faut réformer les Nations Unies. Mais pour réformer le système des Nations Unies, il faut l'accord des membres du Conseil de sécurité, et notamment des membres permanents, mais qui bien sûr n'iront pas dans ce sens. Donc qu'est-ce que je propose ? Puisqu'on ne peut pas changer le système des Nations Unies, sauf à faire une pression, peut-être après la guerre en Ukraine, on verra quel sera le rapport de force. Mais il faut que toutes les institutions multilatérales, celles qui ont fait leurs preuves, que ce soit l'OMS, que ce soit des grandes organisations comme l'UNESCO, que ce soit des grandes organisations sur le climat, eh bien, ce soit justement sur ces grands enjeux qui nous rassemblent tous, que l'on soit africain, que l'on soit européen, asiatique ou latino-américain, on est tous concernés par le climat, on est tous concernés par la question de l'eau, on est tous concernés par les questions de migration ou de santé, on l'a vu avec la pandémie. Donc toutes ces institutions, elles doivent absolument avoir beaucoup plus de force et de moyens. Je pense aussi à la question de la famine ou de la malnutrition qui, en Afrique, prend une dimension supplémentaire à cause de la guerre en Ukraine. Ben voilà une grande question qui devrait tous nous mobiliser. Donc il y a ce qui est bloqué, qui restera bloqué tant qu'on a ces conflits entre puissances, et ce qui, finalement, est ouvert. Et c'est ce que je pense être le rôle de la France, constituer ces grandes coalitions pour que ces institutions multilatérales puissent prendre une nouvelle dimension. Je reviens sur un point qui aussi traverse cette question. Vous consacrez un chapitre sur définir une politique étrangère pour la France. Comment voyez-vous, ce qui m'intéresse peut-être particulièrement, c'est comment construire cette relation avec l'Afrique, avec la Méditerranée et le Maghreb. Vous avez, au creux de l'été, sorti une tribune dans le Figaro sur cette relation avec le Maghreb. Définissez-moi votre vision sur ces sujets en termes de construction, puisque aujourd'hui il faut partir en alliance avec d'autres. La France, ça tient à sa position géographique. Elle n'y est pour rien. Les Français en sont les héritiers.
elle est située dans une telle position qu'elle est bien sûr concernée par ce qui se passe à l'Est, mais elle regarde vers le Sud. Et donc, il ne faudrait pas que ce qui se passe, qui est grave en Ukraine, nous fasse oublier la réalité de ce qu'est la crise migratoire en Méditerranée, de ce qu'est le rapport avec le Maghreb, qui est nos amis les plus proches, et avec l'Afrique en général. Alors, avec le Maghreb, bon, on connaît les divisions, hélas, les situations spécifiques de chacun des pays, mais il y a un point commun, c'est une population qui est francophone, qui a un niveau d'éducation élevé, qui est prête à participer à des projets communs à tout niveau. Donc je pense que le Maghreb est un élément tout à fait essentiel pour la France, à la fois dans la relation avec l'Afrique et aussi pour tous les points communs qui sont les nôtres, et notamment les populations. Au-delà des mots, est-ce que... Et alors c'est pour ça que dans cette tribune dont vous faites référence, la question des visas m'a paru être une question importante. C'est-à-dire que nous avions besoin d'avoir ces échanges fréquents avec une partie de la population qui venait pour des courts séjours. Et le Maghreb n'a pas compris pourquoi même si chacun sait les questions d'immigration clandestine qui doivent être réglées, le raccompagnement et des reconduites à la frontière, mais il nous faut avoir ce courant d'échange. Deuxièmement, il faut avoir beaucoup plus d'investissements communs avec tous les pays. Et ça, je pense que ça appelle de la part des entreprises françaises des partenariats qui, pour l'instant, tardent à venir. Et enfin, il y a la question des matières premières. Il y a des matières premières en Algérie, bon, on les connaît, le gaz et le pétrole. Au Maroc aussi, avec le phosphate. Il y a aussi des transformations que l'on peut apporter. Donc je crois que ça manque de projets, alors que nous devrions en avoir beaucoup, et avoir en plus cette chance d'avoir une population, celle qui vit en France comme celle qui est là-bas, qui a des cultures communes. Permettez-moi de vous poser la question sur votre regard, votre appréciation personnelle. Vous étiez aux affaires sur la politique menée par Emmanuel Macron sur ces questions-là. Est-ce qu'il est sur le bon tempo? Comment voyez-vous ça? Je crois qu'Emmanuel Macron a voulu, et c'était une bonne démarche, s'adresser aux sociétés civiles et pas simplement aux États. Mais il se trouve que la politique, elle se fait aussi à travers les États. Et donc c'est très important de lancer un appel à la société civile, à ce qu'elle se mette en mouvement. Mais il faut construire des relations personnelles, politiques avec les États. Et ce n'est pas si simple, j'en conviens, quand il y a autant d'instabilité, autant de mouvements. On a quand même eu une succession de coups d'État, je les évoquais, Mali, Guinée, Tchad, Burkina Faso, alors que même notre objectif était quand même de stabiliser, de démocratiser, de faire en sorte que justement la société civile prenne toute sa place. Donc là, je crois que ça va bien au-delà de savoir qui dirige le pays, mais on doit en appeler au retour aux formes de démocratie et ne pas envisager de coopération poussée avec des régimes qui sont venus par la force. Il y a tellement de sujets qu'on a envie d'évoquer avec vous, mais peut-être pour conclure, vous avez fondé une fondation, justement. Et quelle est sa vocation et comment vous vous projetez à travers ces œuvres, si je puis dire? L'idée, elle était d'abord franco-française, c'est-à-dire il y a beaucoup d'initiatives, d'engagement de la part justement des sociétés civiles, d'associations, d'entreprises de l'économie sociale et solidaire qui inventent, innovent, portent des projets. Et je me dis, mais pourquoi ne pas non plus avoir ce sera sans doute le second temps de cette fondation, pourquoi ne pas avoir cette vocation aussi pour l'Afrique notamment, c'est-à-dire en réalité, il y a plein de choses qui se passent en Afrique, sur le plan économique, bien sûr, mais aussi sur le plan de l'innovation sociale, de l'utilisation des technologies.
Et je pense que nous devons absolument appuyer ces innovations. Faut-il lever des moyens, et c'est là que c'est parfois le plus compliqué, mais il y a des entreprises qui sont prêtes à s'investir pour soutenir ces innovations-là. Vous semblez aujourd'hui dans une position vraiment de celui qui aime donner sa vision du monde. Et est-ce que vous avez une volonté de peser en termes de conseils, en termes d'intermédiation, pour valoriser cette expérience du pouvoir? Je ne pense pas que les anciens présidents puissent devenir des agents diplomatiques au service de leur pays ou peut-être même du monde. Ils ont d'une certaine façon fait leur temps sur le plan de l'action, sauf à vouloir revenir dans la vie politique. En revanche, ce qu'ils peuvent apporter, enfin c'est ce que j'ai considéré pour mon propre devoir, c'est de transmettre leur expérience, de dire ce qu'ils ont vu lorsqu'ils étaient aux responsabilités, ce qu'ils peuvent anticiper, de fournir des idées, et ensuite aux gouvernants de les reprendre, et aux citoyens de s'y intéresser. Je rappelle vraiment, et je recommande particulièrement la lecture de votre livre Bouleversement, un livre plein d'analyses et surtout cette vision que vous avez par l'expérience des relations internationales. Je vous remercie d'avoir été avec nous et j'espère qu'on se verra une autre. Tous vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.